Bonjour à Maître Angela Augan. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir au sein du PPD. Ça se passe dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Cette année, nous avons jugé bien d'avoir une autre approche, de rencontrer des personnes comme vous, des personnes qui peuvent inspirer d'autres juristes de la communauté noire et probablement d'autres juristes d'autres communautés. Maître Angela Augan, vous êtes une avocate bilingue. Vous êtes membre du barreau de l'Ontario et du barreau du Kenya. Vous avez effectué beaucoup d'études en Angleterre, vous avez étudié en France, vous avez une maîtrise en droit commercial de Queen Mary de l'Université de Londres. Donc, vous avez beaucoup d'expérience, vous avez fait beaucoup d'études, comme je viens de le dire. Vous travaillez présentement en droit de l'immigration, en droit des testaments et successions, en droit des affaires. Vous travaillez en français et en anglais et tout ça au sein de la communauté de Toronto. Maître Angela Augan, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre parcours professionnel? Eh ben, mon parcours professionnel, il a été assez compliqué, assez long, parce que, comme vous l'avez noté, j'ai commencé mes études en Angleterre. J'ai décidé de faire un diplôme en droit de 4 ans. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ça, c'est parce que ça me donnait l'opportunité de retourner en France où j'avais fait mes études secondaires. Donc, de passer la troisième année à l'Université de Strasbourg, de revoir mes amis, mais aussi de pouvoir découvrir un peu l'Europe. Parce que Strasbourg, c'est juste à côté de l'Allemagne, c'est pas loin d'autres pays européens. C'était aussi le centre du Parlement européen. Donc, vraiment, moi, je voulais être exposée à tout ça. Ça m'a donné cette chance-là. Et quand je suis retournée en Angleterre, j'ai fini ma dernière année de droit en droit anglais. Et j'ai fait une maîtrise après ça. Et pour vous dire la vérité, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire la maîtrise, c'était parce que je ne savais pas vraiment où est-ce que je voulais vivre. Je savais que j'étais pas européenne, j'étais africaine. J'avais un permis d'étudiant et qui prenait fin bientôt. Et j'avais pas assez de temps pour me décider. Donc je me suis dit, bon, au lieu de devenir avocate en Angleterre sans savoir si j'ai le droit de rester dans le pays, je vais faire une maîtrise, comme ça au moins je peux exporter ma maîtrise si on me chasse. Et donc après la maîtrise, à ce point-là, j'ai eu une conversation avec ma sœur. Et mes sœurs, Julie et Rosie, vivaient déjà au Canada. Une avait fait ses études à McGill, l'autre avait fait ses études à Queen's. Et donc, elles étaient bien installées au Canada, elles étaient déjà résidentes permanentes. Et elles m'ont suggéré de venir au Canada pour m'installer aussi, parce que ça allait être plus facile d'obtenir le statut de résidente permanente. Et avec ce statut-là, j'aurais un peu plus de sécurité. J'ai suivi son conseil, je suis venue au Canada. Au départ, j'étais à Montréal parce que moi, Montréal, c'était la ville où je voulais vivre. J'avais plein d'amis du lycée qui habitaient à Montréal autant. Et bien sûr, ma langue préférée, c'était le français. Donc, je me voyais pratiquer en français, donc être avocate à Montréal, en train de parler en français. Mais malheureusement pour moi, il y a un très bon, un avocat très connu qui a pris pitié de moi. Il a vu mon CV et il m'a appelé pour une réunion. Et moi, je pensais qu'il allait me donner un boulot, mais en fait, c'était pour m'annoncer la mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'était que mes diplômes n'étaient pas reconnus au Canada Oh, et qu'il fallait faire des équivalences et que ce serait mieux pour moi d'aller en Ontario parce que j'avais fait mes études de droit principalement en common law. Et je donc, ça comprends. m'aurait pris moins de temps de le faire en Ontario que de le faire au Québec. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée en Ontario. J'ai fait mes équivalences. Après ça, j'ai décidé de travailler pour avoir un peu plus d'expérience au lieu de devenir directement avocate. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas pendant cette période-là. Mais finalement, j'ai été offert une opportunité de travailler comme consultante au Kenya. Et je vous parlerai un peu plus du Kenya, mais donc j'ai pris cette opportunité-là, je suis allée au Kenya. Et c'est à partir du Kenya que je me suis rendu compte que, en fait, ce que je voulais vraiment faire, c'est être avocate. Et c'est à partir du Kenya que j'ai commencé à faire mes équivalences au Kenya aussi pour pouvoir être admise à l'école du barreau là-bas. Et j'ai été admise finalement au barreau du Kenya.
Et un an plus tard, j'ai décidé d'être admise au barreau de l'Ontario et je suis revenue en Ontario en 2019. Et donc, ça fait depuis 2019 que je pratique dans mon cabinet, au sein de mon cabinet d'avocat. Mes félicitations, c'est tout un parcours et votre détermination a permis, vous a permis d'avoir des opportunités et ça continue. Donc, vous êtes une citoyenne du monde. Donc, en parlant du monde en général, on sait que l'ONU a un rôle important sur la scène internationale. En 2014, en décembre 2014, l'Assemblée générale de l'ONU a proclamé dans sa résolution 68-237 la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Donc, des progrès ont été réalisés. On parle beaucoup plus de la contribution des Noirs de la société. Certains gouvernements ont réalisé qu'il y avait des problèmes. Des actions positives ont été prises. Il reste quand même des défis liés à la discrimination, à la pauvreté et aux opportunités économiques, entre autres. Est-ce que vous partagez cette opinion en se basant sur votre expérience dans le domaine du droit? Oui, c'est sûr. Et je pense que l'un des soucis qui a été relevé par l'ONU, c'était que il y avait beaucoup de discrimination. Il y avait aussi les personnes d'ascendance africaine n'avaient pas les mêmes opportunités que les autres. Donc, que ce soit au niveau de l'enseignement, au niveau du logement, au niveau des services de santé, et bien sûr, tu sais, participation à l'économie et même politique, participation politique. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de représentation en dehors de l'Afrique, ça c'est sûr. Et donc, c'était vraiment un gros problème et je pense que c'était une très bonne idée de se centrer sur ce problème-là. Mais c'est sûr que même s'il y a eu plein de progrès, on a toujours des difficultés. On le voit dans nos vies de tous les jours. Et surtout, moi, comme avocate, je le vois, tu sais, il y a des problèmes d'accès à la justice, que ce soit parce que les gens n'ont pas assez d'argent pour se payer un avocat ou les gens ne savent pas où trouver de l'information, ils ne connaissent pas leurs droits. Et donc, ça revient un peu à l'enseignement aussi, ils ne savent pas quels sont leurs droits. Et donc, si on ne sait pas ces droits, on ne sait pas comment les revendiquer. Dans le cas du Canada, on a beaucoup de gens qui sont des nouveaux arrivants, des nouveaux immigrants, et donc ils ne savent pas où se tourner. Et puis si maintenant on se concentre un peu sur les francophones, c'est pire. Parce qu'on vit dans une province principalement, bon, je sais qu'à Ottawa, c'est bilingue, mais en dehors de Ottawa et des régions autour tu sais, des petites villes autour d'Ottawa, c'est principalement des villes et des anglophones où on ne trouve pas facilement des services en français. Donc, si on est francophone, on a encore plus de difficultés à trouver les bonnes informations pour pouvoir, tu sais, naviguer à travers le système. Et pas que, tu sais, le système juridique, mais le système de justice, mais aussi, tu sais, des trucs de base comme le logement, les services de santé. Et donc voilà, donc c'est bien qu'on ait mis un peu la lumière sur ces problèmes-là et qu'on continue à faire des efforts dans ce sens-là. Mais il y a beaucoup plus à faire pour les gens, tu sais, dans des situations de tous les jours, en fait. Tout à fait. Donc, de ce que j'ai compris, donc il est toujours pertinent qu'on continue à célébrer le mois de l'histoire des Noirs. Oui, et c'est vraiment dommage que c'est que une décennie. Je pense que c'est quelque chose qui devrait continuer bien. Tu sais, ça continue, il ne devrait pas y avoir de limite. Euh, et je comprends que, bien sûr, il y a d'autres groupes aussi qui ont des problèmes qu'on doit aussi adresser, mais le fait est que tout le monde devrait pouvoir avoir accès à tout ce dont j'ai parlé, sans problème, sans avoir tu sais, traverser des obstacles qui sont vraiment difficiles. Tout à fait. Vous avez ouvert votre cabinet, Angela. Félicitations. Comment vous vivez cette expérience? Donc, vous avez votre propre cabinet, vous avez probablement des personnes qui travaillent avec vous. Comment vous vivez cette expérience? Je dois vous dire, dans la communauté juridique noire en Ontario, donc, il n'y a pas beaucoup de femmes noires ou d'hommes noirs qui ont leur propre cabinet. Et vous, vous l'avez fait. Comment vous vivez cette expérience? Moi, je pensais que c'était le contraire. Je pensais que la plupart des Noirs, des femmes noires et des hommes noirs, ont leur cabinet. Et la raison pour laquelle je pensais que c'était le cas, c'est que c'est difficile pour des gens d'ascendance africaine d'être engagés dans les gros cabinets tu sais, du centre-ville. Et donc, on est forcé des fois à ouvrir notre propre cabinet si on veut exercer la profession d'avocat. Ça a été mon cas de toutes les façons.
C'est pas que... Bon, dans ma tête, je savais que je voulais un jour ouvrir mon cabinet d'avocat, ça c'est sûr. Je le savais depuis que j'avais peut-être 20 ans, tu sais, vraiment un jeune âge. Mais je savais aussi, où je me disais autant que j'avais besoin d'expérience. Donc, je ne pouvais pas ouvrir mon cabinet comme ça. Je ne savais même pas comment gérer une entreprise. Donc, il me fallait du temps, il fallait que je sois, que j'ai un peu plus d'expérience avant de faire ça. Mais quand je vous ai dit, je suis retournée en 2019, j'ai envoyé mes CV à gauche, à droite, partout, quoi. Et il n'y avait pas de réponse. Et j'ai commencé à et j'ai pas eu cette expérience-là au Kenya. Au Kenya, c'était vraiment facile de trouver du boulot. Et je travaillais pour une firme qui est très, très connue dans le pays et même au niveau, tu sais, à l'échelle africaine. Mais quand je suis revenue, c'était vraiment pas le cas. Les gens n'appréciaient pas les talents que j'avais apportés. Donc, j'étais surprise, choquée, mais en même temps, il fallait que je trouve une solution. Parce que, voilà, j'étais de retour, il fallait que je vive, il fallait que je paye pour, tu sais, tout, tu sais, la nourriture et tout ça. Et donc, je me suis dit, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte et je ne sais pas pourquoi est-ce que je ne m'étais pas rendu compte de ça avant, mais je me suis rendu compte que le droit, donc la profession d'avocat, c'est une profession. Et donc, c'est une profession qui nous permet de travailler pour notre propre compte. On n'a pas besoin d'être employé, tu sais, l'employé de quelqu'un d'autre. On peut commencer, on peut ouvrir boutique demain, même de la maison si on veut. Donc, vraiment, c'est une profession comme les comptables, comme les Une plombiers, des profession professions. libérale. Voilà, exactement. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais, bah alors je peux commencer à travailler pour mon propre compte. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et pour vous dire la vérité, ça a été, j'adore travailler pour moi-même. J'adore le fait que j'ai beaucoup plus de flexibilité au niveau du type de dossier que je peux accepter, comment est-ce que je gère mon temps, avec qui est-ce que j'accepte de travailler. Et puis, pour vous dire aussi la vérité, je gagne beaucoup plus en travaillant pour moi-même que je gagnais en travaillant pour d'autres personnes. Et donc, ça m'a vraiment montré que c'était vraiment la bonne chose à faire. C'est pas que je ferme la porte et que je dis que je vais jamais travailler pour quelqu'un d'autre, mais pour l'instant, ça marche et ça me plaît beaucoup. Et comme vous avez noté, je suis aussi avocate, je suis admise au barreau du Kenya. Et donc, ça me permet aussi de prendre du temps pour aller au Kenya et travailler là-bas. Et je pense que j'aurais pas eu cette opportunité-là si je travaillais pour quelqu'un d'autre. Tout à fait. Et comment vous vivez ça? Vous travaillez au Kenya? Est-ce qu'il y a une partie de l'année, pendant l'hiver, vous allez au Kenya? Quand l'hiver est terminé, vous revenez? Et donc, est-ce qu'il y a une stratégie? Ma stratégie au départ, et ça c'était même avant d'ouvrir mon cabinet d'avocat, quand je me disais que j'allais un jour ouvrir ma propre firme, mon idée c'était de pouvoir travailler de la côte kenyenne, donc à la plage, avec mon ordinateur, sans problème, tu sais, prendre des coups de fil et tout ça. Donc d'être basé en Afrique et travailler pour des clients qui sont ailleurs. Mais malheureusement, ça ne s'est pas trop passé comme ça. Je passe beaucoup plus de temps ici au Canada. C'est parce que j'ai beaucoup plus de clients ici. Bon, j'ai une certaine flexibilité dans le sens où mon travail se fait principalement virtuellement. Et donc, je parle avec les gens sur Zoom ou par téléphone ou par email, tu sais, on s'échange des courriels. Mais il y a toujours des fois où il faut rencontrer les clients, tu sais, face à face. Et donc, j'ai mon bureau, il faut que j'aille là-bas pour les rencontrer. Et c'est pour ça que je suis ici. Mais je me suis dit que décembre, janvier, ça a tendance à être un peu calme parce qu'à cause des fêtes. Et à ce point-là, je pars au Kenya, j'essaie de régler quelques dossiers. Et puis, s'il y a un procès que je dois, tu sais, euh, auquel je participe, à ce point-là, je peux voyager pour aller me présenter à la cour. Donc, mais la plupart du travail que je fais, même pour les clients qui sont au Kenya, ça se fait en ligne. Maintenant, pour les personnes qui se demandent si c'est le bon moment pour ouvrir un cabinet, que leur répondez-vous? Je trouve que c'est un très bon moment, très très bon moment, surtout pour des gens qui... parce qu'il y a beaucoup de ressources maintenant.
Vous voyez, une des difficultés que moi j'avais autant quand je me disais, et je savais exactement quel type de firme est-ce que je voulais, comme je vous ai dit, je voulais pouvoir travailler de n'importe où dans le monde parce que j'aime voyager et puis voilà quoi, je voulais un peu marier ces deux passions que j'ai, donc le droit et les voyages. Mais c'était assez difficile parce qu'il y avait pas, les gens n'appréciaient pas ce type d'arrangement. Ils pensaient que c'était pas normal. Il fallait avoir un bureau fixe, il fallait pouvoir, tu sais, que les gens puissent vous voir pour faire affaire avec vous. Et donc, c'était pas très accepté autant. Je sais qu'il y en avait qui le faisaient déjà, mais c'était pas tout le monde qui le faisait. Et c'était pas aussi, il fallait vraiment, ça coûtait un peu plus cher parce qu'il fallait vraiment avoir tous les outils pour vous permettre de travailler virtuellement. Mais maintenant, à cause de la pandémie, ça nous a forcé à changer notre façon de voir les choses, mais aussi notre façon de faire les choses. Et tout d'un coup, on a eu plusieurs outils qui coûtaient très, très cher avant, qui sont presque gratuits maintenant. Et non seulement ça, on a aussi beaucoup de ressources en ligne pour nous dire comment faire les choses. Donc, je pense que c'est beaucoup plus facile maintenant de le faire qu'avant. Et bon, vous avez le choix en tant qu'avocat, vous pouvez soit avoir une entreprise à votre nom, qui coûte pas cher du tout, ou vous pouvez bien sûr enregistrer une entreprise. Et donc ça, même ça coûte pas trop trop cher. Donc question coût, tant que vous faites les recherches et que vous prenez vraiment le temps d'établir quelles étapes vous devez suivre, ça c'est pas difficile, c'est pas difficile et ça coûte pas très cher. En parlant des étapes, est-ce que la gestion d'un cabinet privé, vous pensez que tout le monde peut le faire? Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous allez encourager à tout le monde de le faire? Si oui, à quelles conditions? Je pense que c'est pas pour tout le monde. Sérieusement, je le dis honnêtement, c'est pas pour tout le monde parce que c'est quand même assez, c'est un autre travail, hein. Donc, il y a le travail de l'avocat ou de l'avocate, et puis il y a la gestion du cabinet. Et ça, c'est beaucoup plus administratif et ça prend du temps. Et donc, si vous avez quelqu'un qui vous aide avec ça, pas de problème, quelqu'un qui sait ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Mais ça coûte parce qu'il faut payer cette personne, que ce soit une personne qui est à temps plein ou à temps partiel ou quelqu'un à qui vous payez, tu sais, vous payez selon le travail qu'ils font, ça coûte. Si vous voulez le faire pour vous-même, donc ne pas avoir à payer quelqu'un d'autre, ça vous prend du temps. C'est du temps que vous pourriez utiliser à trouver des clients, à parler avec d'autres clients, à travailler sur des dossiers. Et puis en plus de ça, donc le temps, c'est une chose, c'est un facteur à prendre en compte, mais il y a aussi le fait que ça prend une certaine... C'est c'est pas tout le monde qui peut le faire. Il y a plusieurs démarches à suivre, surtout nous, en tant qu'avocats avec le barreau de l'Ontario. Il y a beaucoup d'obligations qu'on a, il y a beaucoup de rapports qu'il faut garder. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. C'est assez pénible des fois. Et c'est tous les mois. C'est tous les mois. Donc, ça continue, ça continue. Et puis bon, on a parlé du barreau de l'Ontario. Il y a aussi Revenu Canada avec les obligations qu'on a à ce niveau-là. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. Je pense que moi, ce qui a rendu les choses faciles pour moi, c'est le fait que j'avais déjà depuis que j'étais adolescente, j'ai travaillé dans des rôles administratifs. Tu sais, ma mère avait une pharmacie et donc je l'aidais dans cette pharmacie-là. Et la pharmacie était basée au Kenya. Mon père était comptable, donc les maths, c'était vraiment indispensable à la maison. Et puis ma mère aussi, tu sais, elle avait commencé sa carrière en tant que secrétaire pour la Banque mondiale. Donc l'administration, c'était dans la famille et elle nous apprenait tout ce qu'il fallait faire. Et donc même moi, en tant qu'adolescente, en tant que jeune fille dans ma vingtaine, je faisais plein de rôles comme ça. C'est comme ça que je gagnais de l'argent sur le côté quand je faisais mes études de droit. J'écrivais des contrats, tu sais, je rédigeais des contrats, je révisais des contrats, tu sais, donc j'avais déjà ces notions de base. Et donc, quand j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet d'avocat, c'était très, très facile pour moi de faire ce genre de choses parce que je l'avais déjà fait. Donc, j'avais cette expérience-là. Quelles sont les compétences, selon vous, qui sont essentielles pour ouvrir et surtout faire fonctionner un cabinet? Donc, de ce que j'ai compris, ce n'est pas quelque chose qui est facile.
C'est pas facile. Je pense qu'il faut beaucoup de discipline. Discipline dans le sens où, à plusieurs niveaux, hein, à plusieurs niveaux. Une des choses que, par exemple, un exemple que je peux donner, c'est quand, par exemple, vous travaillez sur un dossier, et bien sûr, vous travaillez pour votre propre compte. Vous travaillez sur un dossier et vous vous dites, ah, à la fin de ce dossier ou à un moment donné, on va me payer tant. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on vous paye tant, c'est fini. Il n'y a plus rien. Et donc, il faut constamment chercher des clients. Il faut constamment penser à ce qui va arriver plus tard. Donc, pendant que je suis en train de travailler sur ce dossier, il faut que je trouve un autre dossier sur lequel je peux travailler, soit en même temps ou après avoir fini ce dossier-là, pour que l'argent continue à rentrer, parce qu'il y a des dépenses, bien sûr, qui sont liées à la firme que je dois payer, mais aussi il y a mes dépenses personnelles. Donc, c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui vraiment euh, qui, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment de la discipline pour pouvoir continuer à trouver des dossiers, trouver des nouveaux clients. Euh, tu sais, il faut aussi, je pense qu'il faut aussi de la discipline dans le sens où il faut garder tous ces rapports-là, tu sais, toutes les informations qu'il faut. Il faut être organisé. Quand on vous demande des renseignements, il faut pouvoir les trouver rapidement. Euh, une autre chose que je peux dire avec la gestion d'un cabinet, c'est vraiment aussi euh, avoir le courage d'approcher d'autres avocats et d'avoir comme un groupe d'avocats qui peuvent vous conseiller, soit des gens qui pratiquent dans le même domaine que vous, parce que on a toujours des questions, il y a toujours un dossier sur lequel je travaille et je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi répondre. Et donc, il faut que je consulte quelqu'un d'autre pour pouvoir savoir comment tu sais, gérer ce dossier. Mais il y a aussi le fait que, en tant que personne qui travaille pour mon propre compte, avec que des gens, tu sais, des assistantes administratives, mais qui ne sont pas, on n'est pas dans le même bureau. C'est des fois, je dois faire un peu plus d'efforts pour avoir un groupe d'avocats autour de moi. Et c'est la raison pour laquelle je me suis joint à plusieurs associations, que je fais du volontariat, pour pouvoir avoir tu sais, cet entourage-là et rester dans le centre du monde juridique un peu. Je comprends. Donc, de ce que j'ai compris, donc, il y a des défis, il y a des obstacles que vous avez pu observer. Mais de manière générale, donc, on sait que la vidéo sera écoutée par beaucoup de personnes, des gens noirs, des gens qui viennent d'autres communautés. Mais comme on est dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, donc on se concentre sur la communauté noire. Donc, est-ce que vous voyez des défis et des obstacles qui sont spécifiques aux communautés noires? Si oui, est-ce que vous avez des pistes de solutions, par exemple? Hum, le premier obstacle qui me vient en tête, et c'est assez bizarre, mais j'en ai parlé récemment avec quelqu'un qui travaille à l'Association du barreau canadien. C'est le fait que la plupart de nous, d'ascendance africaine, on a des noms qui ne sont pas européens, tu sais, qui sont des fois difficiles à prononcer. Des fois, on se sent un peu insécure parce qu'on se dit que si on utilise notre nom, les gens vont pas pouvoir le prononcer ou on va être jugé en fait, on va être profilé et les gens vont tout de suite reconnaître qu'on n'est pas blanc et vont pas vouloir faire affaire avec nous. Ça, c'était un gros problème enfin, je dis gros problème, mais c'était une préoccupation pour moi quand j'ai formé mon cabinet d'avocat. Parce que je me dis, tu sais, je voyais comment, tu sais, des fois, on veut faire comme les autres aussi pour pouvoir, tu sais, il y a une certaine façon qu'on fait les choses dans chaque juridiction. Par exemple, je vous donne un exemple. Au Kenya, la plupart des cabinets d'avocats, ça va être des moulins and co-advocates. Or, ici, en Ontario, c'est des moulins law. On voit ça beaucoup. Et donc, votre nom de famille suivi par le mot law. Et moi, mon nom de famille, c'est Ogang. Ogang, d'ailleurs, c'est un nom d'origine ougandaise, même si je suis née en Côte d'Ivoire, mais mes parents sont d'origine ougandaise. Et c'est un nom, pour dire la vérité, qui n'est pas difficile. Il n'y a que 5 lettres, mais les gens ne savent pas comment prononcer ce nom. Et pour vous dire la vérité, en français, les gens disent Ogang.
En anglais, certaines personnes disent Ogang, certaines personnes disent Ogang. Personne ne sait. Moi, ça ne me dérange pas, hein. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Mais c'était quand même un souci pour moi quand j'étais en train de décider quel nom adopter. Parce que je ne voulais pas me retrouver dans un cas où les clients ne savaient même pas comment prononcer le nom de mon cabinet. Ou, comme je vous ai dit, les gens se disaient, ah bah ça, c'est un nom qui n'a pas l'air très canadien, c'est sûrement quelqu'un d'origine africaine. Non, je pense pas que je veux faire affaire avec cette personne-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé, bon, je vais essayer de trouver quelque chose de neutre. Bon. Maintenant, je me suis rendu compte que le nom que j'ai choisi n'est pas assez facile à prononcer non plus. Mais au moins, les gens, tu sais, ils voient ça et ils savent pas de quelle origine est-ce que je suis, sans voir ma photo, bien sûr. Quand on voit ma photo, on sait que je suis noire. Mais quand on voit le nom de mon cabinet, on ne sait pas de quelle origine je suis et on ne me juge pas sur cette base-là. Et donc ça, je pense que c'est un problème auquel les personnes d'ascendance africaine font face. Euh, Vous, bien sûr, pas forcément avec des moulins. On peut même penser que vous êtes, enfin, vous êtes québécois de Montréal ou un truc comme ça. Mais quand on a un nom qui est un peu plus différent de ceux des Canadiens, ça peut être un peu difficile. Et la même chose d'ailleurs quand on a ce nom-là et on essaie de faire une demande pour un poste au sein d'un cabinet. Des fois, on passe même pas par la porte parce que on voit notre nom et on se dit que non, ça cloche. Donc ça, c'est un petit problème auquel on fait face. Un autre problème qui est lié à ça un peu, pas forcément au nom, mais au fait qu'on est d'ascendance africaine, c'est que les gens se disent, n'ont pas confiance en nous, les gens de tous les jours. Donc, ils se disent qu'on n'est pas compétent, qu'on n'a pas fait de bonnes études. Et si on avait fait de bonnes études, pourquoi est-ce qu'on travaille pour notre propre compte, dans mon cas? Ou non, peut-être que j'aime pas son accent, je la comprends pas. C'est des choses comme ça. Ça, c'est des barrières, en fait, qui font que c'est difficile de trouver soit du boulot ou même de trouver des clients quand on a son propre avocat, son propre cabinet. Et je sais aussi, j'ai parlé à des collègues d'ascendance africaine qui travaillent dans des gros cabinets et qui disent que pour eux, des fois, ils sont ignorés. Tu sais, quand les gens vont pour des dîners ou des jeux de golf, on les invite pas parce qu'on se dit que bah, peut-être qu'on n'a rien en commun. Tu sais, on n'aime pas les mêmes choses. On n'a pas les mêmes hobbies, tu sais, les passe-temps ne sont pas les mêmes. Peut-être que la façon qu'on pense n'est pas la même aussi. Donc, vaut mieux ne pas inviter cette personne-là. Donc, ça c'est des trucs assez subtils des fois, hein. Mais on fait face à ça malheureusement. Donc, on espère avec le temps que tout ça, ce sera de l'histoire passée. Mais Oui. quelles recommandations avez-vous pour les juristes noirs qui souhaitent développer leur talent d'entrepreneur? Moi, je suggère du volontariat. Le volontariat, c'est vraiment une très, très bonne idée. Et je pense que vous pouvez donc développer vos compétences d'entrepreneuriat tout en faisant quelque chose de bien pour la communauté. Et c'est vraiment à vous de choisir ce qui vous plaît. Donc, quel domaine est sur lequel, dans quel domaine est-ce que vous voulez vous spécialiser? Mais comme je vous ai dit avant cet enregistrement, je suis la secrétaire de mon club de Rotary. Et ça me permet aussi de développer mes compétences d'entrepreneuriat. Je participe aussi à beaucoup d'ateliers. Soit c'est moi qui donne des ateliers maintenant, mais avant, j'étais la participante. Donc, pour apprendre, j'étais vraiment curieuse de savoir comment est-ce que les gens se débrouillent, comment est-ce que les gens font les choses. Et ici au Canada, en Ontario aussi, on a beaucoup de ressources, on a beaucoup d'opportunités pour développer ses talents, pour apprendre hein, aussi. Donc ça, je pense que ouais, c'est ce que je recommanderais aux personnes qui veulent développer ce côté-là. Merci beaucoup. Donc, nous sommes à la fin de l'entrevue. Donc, ma dernière question pour vous, est-ce qu'il y a d'autres enjeux ou éléments dont vous souhaiterez discuter de manière générale?
De manière générale, je pense que, encore, c'est quelque chose qui vient juste, qui m'est venu en tête. Je me rappelle le jour où j'ai été admise au barreau, c'était en 2000, au barreau de l'Ontario, c'était en 2018, en juin. Et toute ma famille était là, ils étaient vraiment très, très... Enfin, mes parents habitent ici maintenant, on les a parrainés. Mais toute la famille était là, j'ai trois sœurs, et puis mes nièces et mes neveux. Et c'était vraiment un très, très beau jour pour tout le monde, parce que tout le monde savait que ça faisait longtemps que je voulais être avocate, et que finalement, j'étais avocate au Canada. Et je me rappelle qu'après, on est allé déjeuner dans un restaurant ici, dans le centre-ville de Toronto. Et après ça, je suis rentrée chez moi, mais on était en train de marcher dans la rue. Et ma petite sœur, m'avait acheté des ballons, vraiment des très beaux ballons que ma nièce avait, tu sais, elle a volé, elle me les a pris. Mais en tout cas, on était en train de marcher dans la rue. J'avais, tu sais, bien sûr, toute la tenue d'avocate avec les talons et tout ça, et tu sais, la jupe noire. Et j'étais vraiment souriante, contente. Et il y a des jeunes noirs, donc des filles et des garçons, qui m'ont vue et qui ont commencé à applaudir. Et ils ont dit, Wow, oh my God. Tu sais, mais ça m'a vraiment touchée parce que c'est à ce point-là que je me suis rendu compte. Pour eux, c'est une nouveauté. Ils voient pas ça souvent. Ils voient pas. Ça m'a presque fait pleurer que pour eux, tu sais, s'ils avaient vu ça avant, ça les aurait pas impressionnés. Mais le fait que ça les a tellement choqués au point où ils ont commencé à applaudir et à dire, Oh mon Dieu, c'est génial, c'est que vraiment, ils voient pas ça tous les jours. Et c'est à ce point-là que vraiment, je me suis rendu compte qu'on a un gros problème. On a un problème parce qu'il n'y a pas assez de représentation dans notre communauté. On n'a pas assez d'avocats noirs. Et d'ailleurs, maintenant, juste avant cet entretien, j'ai fait quelques recherches en ligne pour savoir, tu sais, grosso modo, combien de Noirs est-ce qu'il y a dans le pays. Et je me suis rendu compte qu'il y a que, on représente, c'était quoi, 1,5% de la population canadienne, ou du moins on est 1,5 million. Et je me suis dit, 1,5 million, C'est c'est pas beaucoup. rien, c'est pas beaucoup du tout. Et apparemment, 12% des répondants ont dit qu'ils étaient moitié noirs, moitié blancs. Euh, Ça ne m'apporte peu, mais on n'est pas beaucoup. Et donc, c'est là que, bon, si on n'est que 1,5 million de Canadiens noirs, alors combien d'avocats noirs est-ce qu'il y a au barreau? Et ça a une incidence un peu sur, tu sais, tout ce qui se passe dans notre système de justice. Parce que quand nos jeunes noirs vont à la cour, ils voient pas des avocats noirs, ils voient pas de juges noirs. Euh, pour eux, c'est vraiment c'est intimidant, c'est pas leur monde, quoi. Et je pense qu'on doit vraiment adresser ça. Je sais que le juge en chef de l'Ontario a fait beaucoup de choses pour nommer plusieurs juges noirs à la cour, tu sais, les différents niveaux de la cour. Mais je pense il y a beaucoup plus à faire pour qu'on puisse avoir cette représentation-là. Parce que quand on voit, tu sais, quand on parle de droit pénal, tu sais, le système de justice, tu sais, les crimes, les gens qui sont accusés, on se rend compte que la plupart, c'est des gens noirs. Et pourtant, il y a pas assez d'avocats noirs, il n'y a pas assez de juges noirs, il n'y a pas assez de gens d'ascendance africaine qui travaillent au sein de ce système de justice. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment très, très important d'adresser ça. Une deuxième chose que j'aimerais peut-être communiquer, c'est, tu sais, je sais qu'avec les peuples autochtones, c'est des gens ils étaient là avant nous et ils ont une différente façon de faire les choses. Et je comprends pourquoi est-ce que c'est une priorité pour nous, tu sais, de s'assurer que tu sais, quand ils sont exposés au système de justice, on les met pas en prison. On essaie de voir comment est-ce qu'on peut les sortir tu sais, les sortir de là et d'adresser le problème selon leurs coutumes. Je pense que c'est une très, très bonne idée parce que des fois, tu sais, mettre les gens en prison, ça ne change pas grand-chose. Ça empire les choses, hein, la plupart du temps. Mais je me demande si on ne peut pas faire quelque chose de semblable pour les populations noires. Tu sais, est-ce qu'on ne peut pas trouver une façon de les sortir
euh, et je sais que quand on parle de noir, tu sais, des fois, on généralise un peu, on met tout le monde dans le même pot, mais on est tous d'origines différentes. Il y en a qui sont tu sais, de la Jamaïque, de Haïti, de l'Afrique, et on a tous des cultures différentes. Donc, on ne peut pas parler de ces coutumes qui peut s'appliquer à tous les Noirs. Mais je pense qu'il devrait y avoir une façon d'adresser le problème parce que, à mon avis, d'ailleurs, c'est même pas à mon avis, je pense que le fait qu'il y a tant de jeunes noirs qui se retrouvent en prison, c'est pas, c'est ça, ça reflète un autre problème. Et c'est un problème qui est, à mon avis, qui a été créé par la société. Et donc, il doit être redressé. Et la prison, c'est pas la façon de faire les choses. Et j'aimerais bien, bon, je ne pratique pas le droit criminel, le droit pénal, mais j'aimerais bien voir des changements à ce niveau-là pour qu'il y ait moins de personnes noires dans nos prisons. Tout à fait. Donc, pour voir ces changements-là, il faut qu'on continue à communiquer, il faut qu'on continue à apprendre des autres communautés et surtout, il faut que des gens comme vous continuent à inspirer les enfants, les jeunes garçons, les jeunes femmes, les jeunes filles, pour qu'ils ou elles puissent voir qu'il y a des gens comme vous qui existent. Donc, l'entrevue sera diffusée. Donc, beaucoup de personnes vont être inspirées aussi par votre approche, par votre détermination, par vos compétences, tout ça. Donc, encore une fois, au nom de la directrice Metsad, qui a été très contente de vous inviter, au nom de l'équipe, donc, nous vous disons merci beaucoup pour l'entrevue et on espère vous revoir dans d'autres occasions. Merci beaucoup, Maître Desmoulins, et à Merci bientôt. beaucoup. Bonne journée. Au revoir.